On ne doit pas aider les gens, on doit aider les gens à s'aider. On doit sortir les familles. Une famille qui sort de la pauvreté, c'est une famille qui est logée correctement, où les enfants font des études correctes, parce que ce n'est que comme ça qu'on sort, c'est pas à coup d'allocation. J'ai parlé avec plusieurs familles qu'on a aidées l'année dernière, et je leur ai demandé comment vous allez. Mais on a déjà 4 qui n'ont plus besoin de notre aide, et qui s'en sortent très bien, enfin très bien. Ils rament un peu, c'est pas facile de finir le mois, etc. Mais il y a vraiment une volonté d'y arriver, de s'intégrer. À côté de Startup Nation, il existe beaucoup de familles en Israël qui sont considérées comme des travailleurs pauvres, des familles où les 2 parents travaillent et pourtant ils vivent dans une certaine précarité. Qui sont ces travailleurs et comment on les identifie et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est le sujet de ce panel que nous allons débattre aujourd'hui et pour cela je suis très heureux de recevoir Martine Saada qui est bénévole à Kalita. Martine, bonjour. Merci. Il y a Elifra qu'on ne présente plus, mais quand même, conseillère parlementaire et spécialiste des questions d'économie et de consommation. Bonjour Olivier. Très heureux de te retrouver dans le studio. Et Michal Schlachter, assistante sociale à Kalita. Alors, on va parler de ces travailleurs pauvres et je voudrais qu'on commence avec toi, Yael. Est-ce qu'on peut définir qui sont ces travailleurs? Est-ce qu'il y a une définition? En fait, en Israël, il y a tous les ans le rapport du Bitoire Leumi, qui est donc la sécurité sociale israélienne, qui est publié et qu'on appelle un peu tristement le rapport de la pauvreté, qui ne devrait pas être nommé comme ça, mais qui en fait vient mesurer les inégalités sociales en Israël. Et chaque année, le Bitoire Leumi nous montre qui se trouve sous la fameuse ligne de pauvreté, qui est vraiment le revenu minimum. C'est la moitié du revenu moyen en Israël, donc ça veut dire que c'est vraiment très peu. Et aussi bien le professeur Daniel Gottlieb, qui a dirigé tout le service de recherche du Bitoire Leumi, que Nitza Kassir, la nouvelle directrice, pointent chaque année l'émergence d'une nouvelle classe. Ce sont les fameux travailleurs pauvres qu'on connaît en fait par les États-Unis. Alors, c'est quoi? C'est pas des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais qui quand même vivent dans une certaine précarité? Ah non, c'est des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, alors même que les 2 parents travaillent. On parle de famille travailleurs pauvres, parce que si on est tout seul, on n'est pas travailleur pauvre, sauf si vraiment on gagne quasiment rien. Donc 2 parents travaillent à plein temps, ou en tout cas un emploi qui est vraiment un emploi, avec des enfants. Donc le revenu forcément est divisé par le nombre de membres de la famille. Et ils sont, malgré que les 2 parents travaillent, en dessous de la ligne de pauvreté. On a des chiffres, des statistiques plus ou moins du nombre de personnes que cela représente? Alors, ce n'est pas mesuré de façon exacte parce qu'il y a beaucoup de disparités dans les populations, mais en gros, on peut dire que 2 tiers des familles pauvres en Israël sont des familles où les 2 parents travaillent. C'est assez spectaculaire. Ce n'est pas le chômage de longue durée comme on le connaît en France avec des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est des gens qui travaillent, et pas un peu, Olivier. Ils travaillent 42 heures par semaine. Et avec ça, ils ne s'en sortent pas. Ils sont en dessous de la ligne de pauvreté. Alors, Martine Saada, une expérience assez importante dans le domaine du social en Israël. Tu as dirigé une commission parlementaire qui s'occupait des droits des enfants, mais qui avait aussi un rapport avec le social. Tu connais bien la société israélienne. Est-ce que c'est un phénomène nouveau que tu remarques qui a commencé ces dernières années? C'est pas un phénomène nouveau. Je sais que, en tant que directrice de la commission, on avait tous les ans, on avait le DOR, le compte rendu du Bitoire Leumi et le compte rendu de la Moatza Leshlom Hayeled. Pas exactement comment on traduit ça en hébreu, des droits de l'enfant. Et tous les ans, on nous disait qu'il y a tant et tant d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec la crise économique, du Covid, etc., donc, et les augmentations, je ne connais pas vraiment les chiffres, mais c'est très possible que ça s'accentue. Mais ce n'est pas un fait qui est, les Tsarenu, à notre grand regret, ce n'est pas un fait nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors, à toi, Michal, on va dire, tu rencontres ces familles pratiquement au quotidien dans ton travail d'assistante sociale à Kalita. Moi aussi Martine et aussi les autres bénévoles, les autres associations qui travaillent avec nous sur le terrain. Comment on peut les caractériser, ces personnes, ces familles?
Ouais, ok. Alors, comme pour beaucoup de questions par rapport aux familles qu'on aide, c'est très, très, très divers. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de familles. Quand on parle des travailleurs pauvres, alors je ne sais pas si ça rentre exactement dans la définition que Yael elle a donnée, mais d'abord, il y a des familles ou des familles monoparentales où le parent, la mère ou le père qui garde les enfants, ils travaillent aussi. Et des fois, ils travaillent dans plusieurs travails. Des fois, il y a quelques heures pour terminer le mois. Et encore. Et même si la femme, elle reçoit des maisonnotes, ce qui est aussi pas toujours évident, même dans des cas comme ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de difficultés pour terminer le mois comme il faut et vivre de manière correcte. Des fois, on pense que c'est des gens... C'est vrai, des fois, il y a vraiment des problèmes de gestion du budget. C'est un vrai problème. Des fois, il y a vraiment des familles où les deux parents ou une famille monoparentale et ils ne savent pas toujours très, très bien gérer leur budget. C'est vrai. Mais des fois, il y a des gens qui savent gérer leur budget et que, sincèrement, objectivement, il y a vraiment beaucoup de dépenses. Des fois, les salaires, ils ne sont pas très, très importants. Comme on a dit avant, le corona, c'est aussi quelque chose qui a influencé. Ça veut dire quelqu'un, même s'il a travaillé pendant tout ce temps-là du corona, des fois, le salaire, il a baissé. Et comme vous avez dit, il y a aussi une augmentation des prix. Donc, c'est aussi quelque chose qui influence. Donc, tout ça, sauf ça amène à une situation dans laquelle il y a des familles où les deux parents, ils travaillent, ou la famille monoparentale où le parent, il travaille, et quand même. Et même s'ils vivent de manière très, très simple et très... Maman, sur les bases, quand même, il y a des difficultés. Alors, Yael, je voudrais me retourner vers toi et te demander d'essayer de préciser justement pour quelles raisons une famille où les deux parents travaillent, où ils ont des salaires tous les deux, tombe justement en dessous du seuil de pauvreté. Comment on arrive à l'expliquer ? Alors, c'est dû quand même à l'histoire du pays. Il faut comprendre qu'Israël, c'est un pays qui s'est construit sur le travail très dur. Il y a une idéologie du travail en Israël qui est vraiment pas du tout celle à laquelle on est habitué dans les États-providence d'Europe. Il faut travailler toujours beaucoup, et c'est bien. C'est bien. On ne dit pas aux gens, il faudrait que tu travailles moins. Non, il faudrait toujours travailler plus. C'est pour ça qu'en Israël, en 2022, on est toujours à 42 heures de travail hebdomadaire, ce qui est quasiment une exception dans le monde développé. Donc, les familles sont habituées à travailler, elles sont habituées à s'en sortir. C'est un pays dans lequel le développement économique a toujours été quand même tenu par le travail. Or, Israël est en train de se rapprocher à très grands pas de modèles de pays développés européens qu'on connaît, c'est-à-dire que la main-d'œuvre sous-qualifiée ou qui n'a pas suffisamment étudié n'arrive plus à gagner une somme qui est supérieure au salaire minimum. En Israël, le salaire minimum est considéré comme une base. On le gagne pendant quelques années, puis après on grimpe. Tout le monde grimpait, que ce soit les artisans, les indépendants. Il y a quand même beaucoup d'indépendants. Je ne parle pas des populations parce que je vois Martine qui me fait comme ça, mais il y a quand même une mobilité sociale qui est beaucoup plus importante qu'en France où on est à des 4e générations de gens au chômage. C'est pas comme ça en Israël. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un certain blocage. Les professions qui tirent le marché vers le haut sont les professions de la high-tech, avec des gens très lourdement qualifiés. Et derrière, on a toute une partie de la population qui peine et pour laquelle on fait rien. Donc on n'aide pas. Et le filet de sécurité sociale en Israël, il est vraiment minimaliste. Il est censé parer à des moments très courts de la vie. Le chômage, c'est 6 mois de chômage au maximum. Quand on a plus de 50 ans et 3 enfants, quand on est jeune, c'est 28 jours de chômage. On est censé retrouver du boulot au bout d'un mois. Mais aujourd'hui, il y a du chômage en Israël et donc c'est pas évident. Il y a ça. Les aides aux enfants ont été, les allocations familiales, bon ça, elles pourront raconter, mais a été coupée au début des années 2000 lorsque Binyamin Netanyahou est arrivé au ministère des Finances parce qu'on voulait encourager les catégories de population qui travaillent pas à rentrer sur le marché du travail, mais en faisant ça, il y a des dommages collatéraux énormes qui ont été créés et les gens ne sont pas adaptés, ne sont tout simplement pas capables et l'État ne fournit pas forcément toutes les solutions. Alors, on va revenir sur ce que fait l'État ou ce que ne fait pas l'État dans un instant. Et je voudrais demander à Martine, ce que fait en tout cas en tant que bénévole à Qualita, qu'est-ce que vous essayez de faire ? De quelle manière, à part bien entendu l'aide financière dont on a déjà parlé, de quelle manière vous pouvez aider ces familles ? Oui, alors d'abord, il y a l'aide financière. Bon, il faut dire en fait que la situation des familles au Lot Hadashot, qui arrivent de France et en général, elle est accentuée. Leur problème est accentué parce que ce sont des Olim Hadashim. Ils doivent surmonter des problèmes de langue, de bureaucratie. Je viens de parler avec une maman qui a 4 enfants, une maman extraordinaire, qui a 4 enfants et qui doit payer qui veut travailler. Les 2 parents travaillent et c'est dur. Mais ils doivent payer le tsaharon, c'est-à-dire la garde d'enfants de 1 heure à 4 heures, qui coûte très cher. C'est 900 shekels par gosse.
ils ont droit à une réduction. Mais depuis le début de l'année, ils n'arrivent pas à l'avoir parce qu'à cause de problèmes de bureaucratie. Et ça, c'est encore une maman qui arrive à parler l'ivrite, elle se bat et tout. Ouais. Mais tous les mois, ils doivent sortir 3 fois 900 shekels pour leurs 3 enfants. Alors, comment on fait quand il y en a un qui travaille, qui gagne 5000 shekels à peine, et l'autre qui est à un mi-temps parce qu'il fait aussi un ulpan, etc., parce qu'il faut qu'il apprenne l'hébreu, qui gagne peut-être 2000 ou 2500. Comment on fait? Donc, c'est extrêmement dur. Donc, toutes ces familles qui doivent en plus confronter le problème de la bureaucratie, sans la langue, ça accentue les problèmes. Alors, au niveau de l'État, on a entendu dernièrement les réformes qui ont été annoncées par le ministre des Finances, qui justement veut faciliter la vie des familles qui travaillent. Oui, on a tenté quelques mesures fiscales en direction des familles qui travaillent, mais il faut comprendre qu'en Israël, je reprends sur ce qu'a dit Martine, c'est encore plus important, on a un vrai problème de ce qu'on appelle les mitso isroyot. Ça veut dire que les gens ont des droits, mais ne les exploitent pas, parce que l'information ne passe pas, parce qu'il y a très peu d'automatisation des droits, parce qu'en Israël, il faut travailler pour avoir les choses. L'État n'aime pas donner gratuitement. Par exemple, je parle juste d'une petite mesure très rapidement, qui est que quand on est au chômage et qu'on fait une formation professionnelle, l'État vous enlève 30% de votre indemnité chômage. Parce que bon, vous recevez un service de l'État, on va quand même pas toucher le chômage et en même temps faire une formation. Donc ça, dans la commission du travail, on vient d'annuler pour 1 an et demi cette mesure. C'est punitif. Beaucoup de choses sont punitives en Israël et les personnes qui sont en détresse psychologique et financière et économique ont du mal à faire valoir leurs droits, tout simplement parce qu'ils n'en sont pas capables psychologiquement. Ça, l'État ne le fait pas. Après, des tas de mesures qui ont été données sur les salaires, sur les mesures fiscales, sont plutôt dirigées en direction des familles qui travaillent et un petit peu au-dessus de la ligne de pauvreté, parce qu'il faut payer des impôts pour avoir une réduction d'impôts. Ouais. Alors, Michal, on va revenir justement à ce que fait Kalita, justement, et plus particulièrement avec cette opération Israël Tzedaka by Kalita, qui a, cette année, permis d'aider combien de familles? Cette année, on a aidé... depuis le début... Depuis le début du projet, on a aidé plus que 1000 familles, 1118 familles qu'on a aidées. Et ce qu'on a compris, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui remonte ici, c'est que les difficultés, elles sont pas seulement financières, elles sont aussi beaucoup financières, mais il y a aussi d'autres choses. Si c'est la bureaucratie, donc il y a aussi un service de Mitsu Isruyot qui est là pour aider un peu dans cette bataille qu'il y a contre le Bitoire Leumi et tous les autres, ce qui est pas évident malheureusement, mais c'est comme ça en Israël. Donc ça, c'est une chose qu'on essaye de faire. Si on a parlé aussi de tout ce qui est psychologique, etc., donc c'est vrai que sauf quand on arrive à une situation dans laquelle la réalité, c'est que les 2 parents, ils travaillent et il y a beaucoup de difficultés et on n'arrive pas à terminer le mois, on comprend qu'il y a aussi d'autres choses qui pèsent sur la famille. Donc, on essaye aussi, on est en train de monter un service de soutien psychologique que nous, on va financer la grande partie des thérapies pour ces familles-là. Donc, on essaye d'élargir un peu le regard. Comme on a dit aussi... Ça ne sera pas seulement une aide financière, mais exactement. Bien évidemment. Pas uniquement financière. Ouais. Et bien évidemment, tout le lien avec tout ce qui est le hub ou d'autres organisations pour aider et à reprendre du travail ou pour améliorer le travail pour ces familles-là. Et aussi dans le côté plus social, essayer d'aider dans plusieurs projets pour améliorer la vie des enfants, ce qui, bien sûr, influence toute la famille, comme par exemple investir dans des camps de vacances, dans Ankara et d'autres choses. Mais je voudrais essayer de terminer peut-être sur une note un peu plus optimiste, si on peut. Est-ce que vous voyez, ça c'est une question que je vous pose à vous 3, est-ce que vous voyez quand même une lueur d'espoir, quelque part ? Bien sûr qu'on peut, évidemment qu'on peut. C'est une question de volonté politique. Moi, j'ai eu la chance immense de démarrer en Israël parce que je suis Ola Hadasha, je suis arrivée il y a 6 ans, de démarrer avec Eli El-Alouf, qui était donc l'auteur du rapport sur la pauvreté. Et son idée, c'était toujours qu'on ne doit pas aider les gens, on doit aider les gens à s'aider. On doit sortir les familles. Une famille qui sort de la pauvreté, c'est une famille qui est logée correctement, où les enfants font des études correctes, parce que ce n'est que comme ça qu'on sort. C'est pas à coup d'allocation. Bien sûr,
sûr qu'il faut pourvoir. Donc il faut compter sur le fait qu'Israël est un pays jeune, dynamique, on a un secteur de la high-tech extraordinaire. Il faut compter sur les institutions comme l'armée, il faut compter sur les institutions comme l'école, les institutions qui sont mamlarti, c'est-à-dire qui sont au niveau de tout l'État. Il faut pousser à ce que les familles du secteur ultra-orthodoxe, que leurs enfants étudient les fameuses limoudé liba, les études socles, idem dans le secteur arabe. Pour les Olim Hadashim, évidemment, c'est la langue. Et avec la mobilité sociale qui a toujours caractérisé Israël, il faut débloquer ces verrous-là. Bien sûr que la politique de l'État peut aider, mais il faut surtout aider les gens à céder. Il faut les aider à sortir. C'est exactement ce que disait Michal. Martine? Oui, en fait, je pense que j'ai fait, en fait, avant de venir, j'ai parlé avec plusieurs familles qu'on a aidées l'année dernière et je leur ai demandé comment vous allez. Comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, pour l'instant, j'ai fait que 5-6 familles. Mais on a déjà 4 qui n'ont plus besoin de notre aide et qui s'en sortent très bien. Enfin, très bien. Ils rament un peu, c'est pas facile de finir le mois, etc. Mais il y a vraiment une volonté d'y arriver, de s'intégrer. Mais on leur a dit, on est là. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Très bien. En tout cas, c'est le but. Hein, Michal, on va terminer avec toi. C'est vraiment le but de cette opération Israël Tzedaka by Qualita, c'est de leur donner comme ça une première aide, et puis après qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Exactement. Et comme on dit dans les premiers cours, dans tout ce qui est les domaines de assistance sociale et tout ça, on va pas seulement leur donner les dagim, les poissons, mais on va essayer de leur donner la pêche, les aider à apprendre de pêcher vidéo. Et ce que je vais rajouter, je rejoins complètement ce que Yael et Martine ont dit. Sauf, on est en Israël et c'est d'un côté un État, on se bat sur notre existence depuis le début et même avant. Mais d'un autre côté, c'est aussi le pays des miracles. Alors, Bezrat Hashem Yodéa, il y aura aussi des miracles pour ça. On essaye d'aider les miracles. On va se séparer sur cette note en rappelant que, bien sûr, Israël Tzedaka by Qualita a une grande journée de solidarité le 13 mars. Dans tout le pays, avec plein d'associations qui sont partenaires avec Qualita. Ça sera aussi sur Studio Qualita, une grande journée de solidarité. Si vous voulez participer, si vous avez du temps à nous donner pour cette journée, pour nous aider à donc cette opération de Tzedaka et puis cette opération de solidarité, vous pouvez nous appeler. Numéro de téléphone qui figure sur le pitch qui accompagne cette émission. Martine, Yael et Michal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Olivier. À bientôt, bye bye.